Enfin, les députés, pour le coup, auront le dernier mot. Alors, ce qu'il faut bien expliquer, effectivement, aux téléspectateurs, c'est que la CMP, qui, effectivement, arrive après la lecture à l'Assemblée nationale et la lecture au Sénat... CMP, commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, effectivement, est composée de 7 sénateurs et de 7 députés. Donc, c'est 14 parlementaires qui vont, justement, avoir à plancher pendant un temps donné sur un texte à la fois budgétaire PLF et un texte de budget de la Sécurité sociale PLFSS. Sur cette question-là. Ensuite, après, si la CMP va voter, est-ce qu'il y aura majorité ou pas à la CMP ? Et ensuite, de toute façon, en dernière lecture, le texte doit être adopté par l'Assemblée nationale. Donc, dans tous les cas, ce qu'a dit Mathieu Salma est très juste, c'est que c'est à l'Assemblée nationale que reviendra le dernier mot pour trancher le texte. Et donc, en l'état, effectivement, que l'on soit sur un texte issu de la CMP, même s'il sera du coup plus favorable, plus proche de ce que pourrait penser l'Assemblée nationale qu'un texte du Sénat, dans tous les cas, c'est un texte qui sera Assemblée nationale, qui sera adopté ou pas. Dans les circonstances actuelles, au regard des propositions qu'ont fait l'ensemble des partis politiques jusqu'à présent et de leur vote, il est peu probable qu'à l'Assemblée nationale, en dernière lecture, il puisse y avoir le vote d'un budget, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de budget, puisque par les ordonnances, il sera article 47, il sera possible pour le gouvernement d'adopter le texte initial, incluant l'acte rectificatif, donc ce fameux accord qu'a le Parti socialiste et le gouvernement sur la suspension de la réforme des retraites, et donc justement le texte initial. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Il semble qu'il y ait une alternative vers laquelle s'oriente Sébastien Lecornu. Les ordonnances, ça veut dire que l'exécutif va faire adopter, puisqu'à l'issue des 70 jours, si le Parlement n'a pas réussi à adopter un budget, l'exécutif peut s'en charger au titre de l'article 47, et donc la France aura un budget. D'accord. Ça, c'est l'article 47, alinéa 3. Exactement. On utilise quoi ? Une ordonnance. Une ordonnance, ça veut dire quoi ? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le Parlement délègue de facto la compétence du domaine de la loi au gouvernement. Et donc, c'est le gouvernement qui prend des dispositions qui ne sont habituellement pas dans son cadre de compétence du domaine de la loi, donc en l'occurrence, le budget. Mais sur la base de quel budget écrit ? L'ancien, le précédent ? Le budget ou celui qui vient d'être fait ? Non, justement, le budget qui a été déposé à l'Assemblée nationale. Donc, le texte initial avec la lettre rectificative. Voilà. Donc, il y aura bien la suspension de la réforme des retraites. Voilà. Ensuite, donc, ça veut dire qu'à l'issue de cette partie-là, la France a un budget. En revanche, si le Parlement n'a pas adopté le budget à l'issue des discussions dont nous venons de parler, et que le gouvernement ne se saisit pas des ordonnances, il peut y avoir, comme ce qui avait eu lieu à l'issue après la censure de Michel Barnier, une loi spéciale. Mais une loi spéciale, ça veut dire reconduction du budget de l'année passée. Mais cette loi spéciale, de toute façon, ne permet pas à la France d'avoir un budget. C'est comme si vous prolongez, finalement, le budget de l'année passée. Et donc, il faudra un nouveau vote du Parlement en janvier, février. C'est en fait, la loi spéciale permet de faire tourner l'État le temps justement de ne pas avoir trouvé de budget. Alors, est-ce que ces votes sont autant d'occasions pour... Il y a deux sujets dans votre question. Le premier point, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, quand vous comparez le niveau de dépenses publiques de la France par rapport aux autres pays de l'OCDE, vous avez un écart d'à peu près 5 à 6 points. C'est-à-dire que la France dépense chaque année 57% de son... Enfin, en tout cas, en 2024, 57%, l'équivalent de 57% de son PIB en dépenses publiques, lorsque la moyenne de l'OCDE, c'est entre 50 et 51%. Le niveau des dépenses de l'État a doublé depuis l'an 2000. Exactement. Et donc, en fait, un calcul qui peut être assez faisable, c'est que si l'État français dépensait autant que ses homologues des pays de l'OCDE, alors ça générerait à peu près 200 milliards d'euros d'économies. Et donc la question qui se pose du coup aux parlementaires, c'est est-ce que la France est capable aujourd'hui de faire ces 200 milliards d'euros d'économies dites entre guillemets structurelles sur la dépense sociale, sur la dépense des aides au logement, on peut réfléchir à notre politique d'aide au logement, etc. Vous posez la question, vous semblez dire que non. En tout cas, donc ça c'est effectivement c'est le cadre global. Et le deuxième point, c'est effectivement est-ce que les députés se sont suffisamment saisis aujourd'hui dans le cadre des discussions du projet de loi de finances 2026 ? À mon sens, non, parce que les économies qui ont été proposées se chiffrent à peine 20 milliards d'euros à ce stade au niveau de l'Assemblée nationale. Or, il faudrait aller beaucoup plus loin pour pouvoir justement arriver sur l'équation qui intéresse aujourd'hui et Sébastien Lecornu et Emmanuel Macron, c'est-à-dire faire en sorte que la France puisse respecter les critères de convergence
au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire 3% de déficit public On est à au-delà de l'horizon 5%, 2029. là. Exactement. Et donc, avec une situation qui est quand même assez simple, c'est qu'en 1974, date du dernier budget à l'équilibre. De M. Fourcade. Exactement. La France dépensait 34% de l'équivalent de 34% de son PIB en dépenses publiques. Et donc, elle prélevait autant, 34%. Or, les impôts ont augmenté, les recettes fiscales ont augmenté dans notre pays depuis 1974, puisqu'on est passé de 34% à 48%. Et pour autant, l'État, en prélevant plus, n'arrive pas à enregistrer un budget à l'équilibre. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le sujet se situe au niveau de la dépense publique et qu'aujourd'hui, effectivement, les députés, pour répondre à votre question, n'ont pas suffisamment traité cette question-là par rapport aux hausses d'impôts qu'ils ont proposées. Mathieu Slama, trop de dépenses publiques. Oui. Ce serait une sorte de ruissellement de la haine, je vais oser l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ou alors l'inverse, c'est que les politiques sont plus violents parce que la société est peut-être plus violente. Mais effectivement, nous, on travaille beaucoup sur ces questions-là. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup... Et vous avez raison d'introduire ce paramètre-là sur la violence de la parole politique, c'est que là, on a un élu du Rassemblement national, en l'occurrence en plus son président, qui en plus est donné en tête dans les sondages, mais à la limite, peu importe, Jordan Bardella, qui a été agressé par une personne. Là, normalement, logiquement, dans une démocratie libérale qui exècre la violence en politique, il aurait été logique que toute la classe politique dans son entièreté condamne, non pas avec un mais condamne une agression contre un élu. D'ailleurs, que ce soit Jordan Bardella, comme ça a pu être le cas par le passé par exemple, Vincent Jeanbrun, même si c'était dans le cadre d'une émeute, c'était beaucoup plus important, mais ça a été le cas pour Vincent Jeanbrun. Il y avait une unanimité de la réponse de la classe politique. Ça avait été le cas également quand Emmanuel Macron a subi une gifle il y a quelques années de ça. Réaction unanime de la classe politique justement en exécrant la violence à l'encontre du président de la République. Il me semble qu'aux législatives de 2024, Prisca Thévenot, une députée Renaissance, s'était elle aussi faite agresser sur un marché, je crois, de mémoire. Et il y avait aussi une réponse collective de la classe politique. Or, on voit quand même qu'il y a aujourd'hui sur Jordan Bardella une partie du camp politique qui ne s'est pas exprimée, qui n'a pas condamné très fermement et sans réserve l'agression qu'a subie Jordan Bardella, donc notamment des gens qui viennent plutôt de la gauche, voire même du bloc central. On a entendu, il n'y a eu que quelques tweets de quelques personnalités politiques, principalement dans le camp de Jordan Bardella. Il y a eu Sarah Knafo, il y a eu Stéphane Le Rudelier, mais donc plutôt de la droite et pas de gens, on va dire, de gauche. Donc ça, c'est un point qui est important. Ça montre quand même qu'au niveau donc, du discours politique, il y a une polarisation qui devient tellement importante entre on va dire ce qu'on appelle le camp du Rassemblement national et le reste des autres partis politiques, qui expliquerait pourquoi justement il n'y a pas eu de condamnation vraiment unanime et sans réserve de la part de ce champ politique. Et Nicolas,